Punchline, 18h-19h, Mickaël Dorian sur Europe 1. De retour sur CNews en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Nathan Dever, Amine Elbaï, Hector Lajoigny et Jean-Christophe Couvi et puis Sandra Buisson qui est avec nous du service police-justice de CNews. Comme un air de déjà-vu à Marseille, un homme a été tué hier dans le 15e arrondissement de la cité phocéenne sur fond de trafic de drogue. On a appris l'identité de la victime, Nordine Achouri, 42 ans, à la tête d'un réseau de drogue dans le quartier de la Castellane. Un énième règlement de compte, donc, dans la deuxième plus grande ville de France. Les précisions tout de suite avec Kylian Salé et on en parle juste après. 23h30 ce lundi soir à Marseille, un homme s'écroule, touché par plusieurs balles au fusil d'assaut. Le suspect s'enfuit à bord d'une voiture. Près des lieux du drame, 25 douilles de calibre 7,62 sont retrouvées. Pour Rudy Mana, porte-parole Alliance Nationale, dans le trafic de drogue à Marseille, tous les coups sont permis. On peut dire qu'il y a une mexicanisation, en tout cas, des trafiquants de stupes sur Marseille, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils n'hésitent plus à éliminer un adversaire ou un ancien adversaire ou un futur adversaire. En 2012, après une année sanglante, un préfet de police est nommé à Marseille. 11 ans après, dans la cité phocéenne, le bilan est mitigé pour Rudy Mana. Je ne crois pas que la préfecture de police ait échoué. Bien évidemment, les chiffres laissent penser que ça se dégrade d'année en année, mais la situation se dégrade d'année en année parce que d'année en année, on se rend compte que la police est de plus en plus seule pour lutter contre ces trafics de stupes ou cette délinquance massive que nous avons à Marseille. Selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, Marseille est le théâtre d'une vendetta entre deux clans ces derniers mois. Avec ce nouveau meurtre, il s'agit du 48e règlement de compte à Marseille en 2023. Alors Sandra, vous précisiez pendant le sujet qu'on vient d'écouter que Nordine Achouri, donc la victime, était à la tête d'un réseau de drogue dans le quartier de la Castellane. On ne sait pas s'il l'était encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors la victime, son identité est en cours de confirmation par notamment l'examen des empreintes parce que il faut savoir que son visage a été rendu méconnaissable par le nombre de tirs qu'il a subis. Pas moins de 27 douilles de calibre 7,62 ont été retrouvées sur place. Donc on est avec une véritable exécution dans ce cas de figure. C'est un règlement de compte comme on en connaissait avant. On n'est pas sur les narcomicides, comme l'appelait la procureure de Marseille il y a quelques mois, qui visent des gens au hasard, sans vraiment vouloir régler un compte dans le trafic de stupes. Si son identité est confirmée, donc cet homme, il avait été arrêté en 2013 pour trafic de stupéfiants et condamné à 8 ans de prison en 2015. Il a purgé sa peine. Au moment où il a été arrêté, à cette époque-là, il était à la tête de la Tourca. C'est un des plus gros réseaux de stupes de la cité de la Castellane et même de Marseille. Le point de deal faisait 50 000 à 80 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Pour vous donner une idée des sommes en jeu, en juin 2013, au moment où les autorités font le coup de filet qui précipite la chute de ce réseau, il y a une saisie record d'1,3 million en euros, donc en liquide. C'est en liquide que c'est saisi sur site. Depuis, la Tourca, la fameuse Tourca, a été détruite, mais pas l'appétit pour les points de deal du réseau de la Castellane. Alors là, il s'agirait de la guerre qui règne entre deux clans bien connus à Marseille, DZ Mafia et Yoda. Alors, Sandra, depuis le début de l'année, on sait que 70% des homicides et tentatives d'homicide sont liés à cette guerre entre ces deux clans. On ne sait pas si ce qui s'est passé hier est lié à cette guerre entre ces clans. On sait en revanche qu'il y a vraiment plusieurs personnes de la Castellane qui sont visées soit par la police, soit par les trafiquants depuis le début de l'année. Alors, est-ce que Nordine Achouri a voulu reprendre pied dans le trafic à la Castellane? Est-ce qu'il l'a déjà fait? Les questions restent ouvertes. On sait que par le passé, donc cette année, Mohamed Djeha, dit Mimo, celui qui était présenté comme le chef d'un des réseaux de la Castellane, a été arrêté en juin dernier près d'Oran, en Algérie. Ça a pu déstabiliser le trafic de la Castellane. En juillet, c'est Zahir Laribi, 43 ans, dit Zaza, un des principaux gérants du trafic de la Castellane, récemment sorti de prison, qui a échappé de peu à la mort à Marseille. Une autre personne a été ciblée, c'était en janvier, Mohamed T, dit Sarko, blessé par balle en Espagne. Il n'est autre lui aussi qu'un ancien patron de
de la très lucrative Tour K. Donc effectivement, on sent qu'il y a une tectonique des plaques à la dans le trafic de la cité de la Castellane, mais pour l'instant, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Alors la guerre des clans à Marseille, ce n'est pas nouveau, mais c'est en train de prendre une dimension monstre. Je voudrais qu'on écoute Marc Lamola, qui est ancien policier à Marseille. Il évoque une situation catastrophique qui s'étend désormais à tous les quartiers. Je dirais que la situation est catastrophique. Ça se propage, c'est tentaculaire. Et je dirais que ça, dans Marseille, ça ne se cantonne plus au quartier nord. Le centre de la ville et le sud sont aussi contaminés, je dirais, par le les narcotrafics, et les homicides. Alors évidemment, c'est plus important sur le secteur nord parce qu'il y a plus de cités que dans les autres secteurs, mais malgré tout, ça s'est propagé dans l'ensemble de la ville. Jean-Christophe Couvi, les narcotrafiquants finalement ne se limitent plus à des territoires bien définis. Ah non, ils essaient de grossir, ils essaient de prendre pied ailleurs. Et puis on voit bien, nous, quand policiers, on déséquilibre le marché quand on fait des arrestations, quand on remonte les réseaux, on interpelle les têtes de réseau. Forcément, ça fait des appels d'air pour d'autres personnes qui essaient d'occuper aussi les places qui sont vacantes. Et donc, il y a cette guerre de position, de territoire. Juste pour une idée, pour vous donner une idée, le trafic de drogue en France, ça peut être 3 milliards d'euros de recettes, de PIB. Ça rentre dans le PIB de la France, le PIB, produit intérieur brut. C'est 240 000 personnes qui vivent de la drogue. Et il y a, je crois, c'est 21 000 emplois temps plein au quotidien, donc dans les stupes. C'est la première, Startup Nation, effectivement, c'est celle-là. Première start-up de France, c'est la drogue. Et quand vous avez 240 000 personnes qui vivent de drogue, c'est autant que les forces de l'ordre, puisque nous sommes 250 000 à peu près, voilà. Donc imaginez, il y a autant de personnes qui vivent des forces de l'ordre que des personnes qui vivent de la drogue. Donc ça vous donne une idée de l'Himalaya qu'on a à monter, sachant que cette année, ça a tout explosé. Il y a un nombre de décédés, c'est 47 personnes victimes, rien qu'à Marseille, victimes justement de cette lutte contre la drogue, enfin de cette guerre entre les bandes. Donc on en rajoute une aujourd'hui parce que forcément il y a un lien quand même avec ça. Voilà, donc 118 blessés aussi, puis oui, des personnes des passants qui peuvent et malheureusement aussi mourir. Donc voilà, on est dans le cartel. Bienvenue, cartel Marseille, ça fait longtemps qu'on en parle. Prochaine étape, ça va être les enfants soldats, comme en Afrique, parce que plus ça va et plus les gamins, les minots, pour reprendre l'expression des Marseillais, on leur donne des armes, des kalachnikovs et des contrats à remplir. Donc ils ont 12, 13, 14 ans. Sandra. Oui, effectivement. Alors, les victimes, l'âge des victimes et l'âge des auteurs suspectés est de plus en plus bas. Il y a 7 mineurs qui ont été tués cette année, 18 qui ont été blessés. Ça, c'est pour les victimes. On sait aussi que le profil des tueurs évolue. 6 mineurs ont été mis en examen cette année pour homicide ou tentative d'homicide. Et puis, sur l'ensemble des mises en examen pour homicide, tentative d'homicide à Marseille, la moitié des mises en examen ont entre 18 et 21 ans. C'est extrêmement jeune, c'est aussi une des explications à cette violence décuplée, c'est-à-dire qu'on ne tue pas juste d'une balle, on vient et on rafale la personne comme on l'a vu là dans ce règlement de compte. Et puis on va sur des victimes, ça c'est récent, et notamment avec ce terme narcomicide employé par la procureure de Marseille en mois d'août, des victimes qui n'ont rien à voir avec le trafic de stupes, notamment cette femme à Marseille qui était chez elle dans son appartement, qui a été qui a été touchée par une balle qui a traversé la fenêtre, ou alors des victimes qui ne sont pas visées en tant que telles nommément, mais qui travaillent dans le stup. Ce sont les petites mains du trafic, les guetteurs, les vendeurs qui sont sur le point de deal. Et vous faisiez allusion bien sûr à la jeune Sokaina, tout à fait, dont on avait notamment entendu le témoignage de la maman sur notre antenne. Nathan Dever, j'employais le terme de cartel tout à l'heure, Jean-Christophe Couvi l'a repris. On assiste clairement à une sud-américanisation finalement de la cité phocéenne. Oui, moi j'ai l'habitude d'employer le mot de mafia. Bon, c'est pas très éloigné. Oui, c'est exactement le genre de phénomène, c'est-à-dire des quartiers où un certain nombre d'autorités mafieuses se mettent à gérer l'intégralité, si vous voulez, même de la vie sociale. Ça veut dire qu'ils recrutent des jeunes enfants en leur disant qu'ils n'ont aucune perspective socio-professionnelle et que donc mieux vaut commencer à travailler dès 14-15 ans pour toucher 3 000 € par mois. C'était très intéressant la manière dont vous avez présenté les choses, parce que vous avez décrit le trafic de drogue comme un métier à part entière. Ah oui. Et en effet, à certains égards, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des salaires, il y a des augmentations, il y a des augmentations dans les postes, il y a des augmentations dans les hiérarchies, etc. Et puis aussi, et c'est le plus important, c'est des sommes d'argent absolument
considérables et phénoménales qui sont brassées. Alors face à ça, la seule chose où il faut quand même établir une nuance par rapport à l'Amérique du Sud, croisons les doigts et encore heureux, c'est que ces mafias n'ont pas de poids politique. On voit bien ce qui se passe dans les pays d'Afrique du Sud, par exemple, d'Amérique du Sud, par exemple, au Salvador, mais c'est pas le seul. C'est que quand vous avez des cartels qui ont un poids politique très clair par rapport à l'État, eh bien les présidents... Politique et au sein de la police aussi. Exactement, politique et sécuritaire. Les présidents sont pris dans une sorte d'aporie complète. Ça veut dire quoi qu'ils fassent, ils se retrouvent, s'ils veulent lutter contre ces trafics, eh bien ils se retrouvent quand même à être obligés d'être dans une forme de collusion ou de complicité. Et évidemment, s'ils acceptent la corruption, c'est la même chose. Face à ça, j'aimerais qu'on ouvre un grand débat sur la question de la drogue en France. Parce qu'en fait, on est un des pays les plus grands consommateurs de drogue en Europe. Si on étend aux drogues légales, c'est évidemment quelque chose d'explosif, mais restons-en juste aux drogues illégales. Les gens qui consomment régulièrement ces drogues, ceux qui sont dans un état de dépendance, on peut durcir la législation, on peut prendre toutes les mesures sécuritaires qu'on veut contre les trafiquants de drogue, ça ne changera rien au fait qu'ils consomment régulièrement de la drogue. Ensuite, vous avez aussi des gens qui consomment de la drogue de manière mondaine, dans des soirées, parfois dans la haute bourgeoisie, parfois pour se plaindre dans les mêmes soirées où ils consomment de la drogue, qu'il y ait de l'insécurité dans certains quartiers, insécurité qu'ils financent. Donc vous nous dites quoi, qu'il faut être plus ferme avec les consommateurs ? Non, moi je pense que de toutes les manières, on ne changera pas cette situation, que c'est ainsi. Que ce que je reproche à titre personnel aux consommateurs, moi je n'en consomme pas, mais ce que je reproche aux consommateurs, c'est de donner de l'argent à un réseau qui fait couler du sang et qui tue des gens, qui détruit des vies, qui gâche la vie dans des quartiers. Ça c'est une chose. Ensuite, moi je ne suis pas dans le reproche hygiéniste. Ça veut dire s'il y a des gens qui ont envie de se détruire la santé, au même titre que quelqu'un qui serait alcoolique, au même titre que quelqu'un qui fumerait 2 paquets de cigarettes par jour, ça c'est leur affaire, c'est le fruit de leur responsabilité, de leur liberté. Et s'ils ont envie de s'autodétruire, j'estime, à titre personnel, que ça devrait être autorisé de s'autodétruire avec un cadre, avec un encadrement, notamment sanitaire, pour pas le faire n'importe comment. Alors vous êtes pour tout légaliser alors ? Pas tout légaliser, mais je pense que, si vous voulez, il y a une forme d'absurdité à avoir des lois dont tout le monde sait non seulement qu'elles sont irréalisables, je pense que les forces de l'ordre qui sont dans la lutte contre la drogue savent très bien qu'ils n'arriveront jamais à anéantir ces trafics, mais surtout, tout le monde sait qu'elles n'ont aucun sens à partir du moment où vous avez une proportion énorme de la population française dans toutes les catégories sociales, dans des catégories favorisées, très défavorisées, dans tous les milieux professionnels, qui ont une consommation absolument très régulière de drogue. Donc face à cela, je pense qu'il y a un écart immense entre la situation législative en France et la situation concrète. Est-ce qu'en légalisant, on réglerait, en légalisant en tous les cas certaines drogues, est-ce qu'on réglerait une partie du problème ? C'est un peu ce que nous dit Nathan Dever, Amine El Bailly. Non, enfin, ce que vous propose Nathan Dever, c'est d'assumer la démission de l'État dans la loi. Je crois qu'en réalité, des pans entiers du droit administratif sont totalement inexploités. À Marseille, comme dans l'ensemble des quartiers populaires en France, il faut le dire, les années passent et rien ne change. La surreprésentation de l'immigration, dans l'explosion de la délinquance, dans l'explosion des trafics de drogue, dans l'explosion de la violence est un constat réel. À Marseille, 55% des étrangers qui sont arrêtés par les forces de l'ordre sont étrangers. C'est une réalité. Et ces trafics de drogue, ils n'ont pas lieu dans les campagnes de la Creuse, du Cantal ou de l'Aveyron. Ils ont lieu dans des quartiers populaires où l'État a mis plus de 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville. Depuis les années 1990, l'État peut agir, elle peut agir administrativement en retirant les logements sociaux, en révisant les critères d'attribution des logements sociaux, en démantelant toute la logistique des trafics de drogue, c'est-à-dire les nourrices, c'est-à-dire des gamins de 18 ans qui échappent au contrôle de leurs parents, qui sont assis non pas sur les bancs de l'école, mais sur les bancs du quartier pour faire le guet, pour faire le chouf, à 100 ou à 200 euros en liquide tous les soirs. C'est ça qu'il faut aller taper au portefeuille et pas faire ce que malheureusement Nathan nous propose, c'est-à-dire de légaliser la drogue dans la loi. Pardonnez-moi, on fait face à une démission politique sans précédent, mais pardonnez-moi une fois de plus, les politiques doivent reprendre le pouvoir. Alors Emmanuel Macron voulait justement taper sur le portefeuille des consommateurs. Vous savez qu'il avait fait de Marseille une priorité avec son plan Marseille en grand. Pas très efficace pour le moment, je vous l'accorde. Lui disait qu'il fallait taper sur les consommateurs en mettant des amendes avec paiement immédiat. Écoutez, c'était lors d'un de ses déplacements à Marseille en juin dernier. Écoutez ce qu'il disait. À compter de la fin de l'été, une réforme va être prise par décret, pas simplement pour Marseille, là cette fois-ci, je vous rassure, c'est France entière, qui va nous permettre le paiement par carte bancaire ou en espèces immédiat, et qui sera, donc ce décret sera publié, je le disais, début septembre. Les policiers et les gendarmes seront équipés de terminaux de paiement électronique pour procéder à ce paiement immédiat. Bon,
Bon, Jean-Christophe Couvi, la solution, elle était là, finalement, en équipant les policiers avec des TPE, je crois pas. Hein. Non. Non, puis en plus c'est sorti un peu de nulle part. Encore une fois, personne ne nous avait consulté, nous, sur le terrain. C'est compliqué à faire. Ça veut dire qu'il faut prendre de l'argent liquide directement sur des personnes, ou alors effectivement prendre la carte bleue, avoir un TPE avec soi. Enfin, voilà, on a chacun son métier. Ça, c'est pas notre métier. Moi, je travaille pas aux impôts ni au Trésor public. On est policier. Et là, c'est plus Marseille en grand, c'est Marseille en blanc, parce qu'avec la cocaïne qui passe partout, je pense qu'il va falloir changer de slogan. Allez, un dernier mot sur ce sujet, Hector Lajoigny, rapidement. Très simplement, pour répondre à ce qui a été dit, on ne peut pas dire que l'État ne fait rien. En tout cas, la justice s'empare de ces sujets. Les forces de police sont déployées sur un nombre de points de deal considérable. Il y a des policiers qui prennent des risques, qui vont chercher les trafiquants, même quand parfois la quantité de stupéfiants est faible. Mais dire qu'il y a une impunité et que rien n'est fait, c'est faux. Vous avez des policiers qui sont sur le terrain tous les jours et des juges qui condamnent tous les jours en comparution immédiate, parfois et même souvent avec des mandats de dépôt, des jeunes gens qui sont interpellés pour du trafic de stupéfiants. Les 11 personnes évadées hier du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes sont toujours activement recherchées. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, est revenu notamment sur le profil des évadés. On va en parler dans un instant, mais d'abord, il est 18h31 sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.